Vie et paroles du maître Philippe. 2. Principaux événements de la vie de maître Philippe. Maître Philippe naquit au Rubatier, commune de Loisieux, canton de Yenne en Savoie, le mercredi 25 avril 1849 à 3 heures du matin. On lui donna les prénoms d'Anselme Nizier. À cette époque, la Savoie était encore italienne, mais les parents de maître Philippe étaient français. Ils habitaient une toute petite maison au sommet d'une colline, avec une pièce en bas et deux en haut. Ils avaient un enclos, quelques champs et des vignes. Il y avait 300 habitants dans cette commune, et parmi eux beaucoup de Philippe. Lorsqu'elle l'attendait, sa mère fit une visite au curé d'Ars, qui lui révéla que son fils serait un être très élevé. Lorsqu'approcha le moment de la naissance, elle se mit à chanter en tenant à la main une branche de laurier. Il faisait un orage épouvantable, on crut à un moment que le village allait être emporté. Puis on vit une grande étoile très brillante. On revit cette étoile le jour de son baptême, qui eut lieu à l'église de Loisieux, et le curé en fut frappé. Maître Philippe fit sa première communion dans cette même église le 31 mai 1862. Son père, Joseph, né en 1819, mourut en février 1898. Sa mère, Marie Vachot, née en 1823, est morte en décembre 1899. Ils s'étaient mariés en juin 1848. Monsieur et Madame Joseph Philippe eurent 5 enfants. Maître Philippe, Benoît, Joséphine, Auguste et Clotilde. Son frère Benoît, né à Lisieux le 20 avril 1855, mourut de la variole le 5 février 1881. Il fut instituteur libre à Albance, en Haute-Savoie. On l'avait surnommé le Saint. Maître Philippe a dit de lui, à son frère Auguste, « S'il avait vécu, nous aurions fait de belles choses. » À 14 ans, Maître Philippe vint à Lyon. Avant son départ, il avait gravé au-dessus de la porte de la maison familiale une étoile qui subsiste encore. À Lyon, il fut accueilli par son oncle Vachot, boucher, 22 rue d'Austerlitz à la Croix-Rousse. Il l'aidait dans son travail tout en faisant ses études à l'institution Sainte-Barbe, où l'un des prêtres s'attacha à lui et fut reçu plus tard à l'Arbrel. En dépeçant une bête, Maître Philippe se coupa les tendons du pouce et de l'index de la main gauche. De cette blessure subsista une certaine raideur des 2 doigts. Monsieur Vachot était incroyant et Maître Philippe disait de lui « S'il croyait, il serait parfait. » Il vint le voir sur son lit de mort et, lui mettant un doigt sur le front, il lui dit « Tu n'as pas cru, vois maintenant. » Pendant la guerre de 1870, il fut incorporé dans la Légion de Marche, mais il n'y resta pas longtemps à cause de sa blessure à la main gauche. Il fut regretté par ses camarades. À cette époque, il avait à Perrache une salle où il recevait les malades. Ceux-ci, au début de son incorporation, remirent au préfet une pétition pour le réclamer. Le préfet le convoqua et lui demanda une preuve des pouvoirs qu'on lui attribuait. Un conseiller de préfecture, présent à l'entretien, un homme grand et fort, lui dit « Je vous défie bien de me faire quelque chose. » À l'instant même, le conseiller tomba évanoui. Maître Philippe donna dans sa jeunesse des séances 17 rue Vendôme, puis 5 rue Masséna, ensuite rue Duquesne. En 1872, il ouvrit 4 boulevards du Nord, actuellement boulevard des Belges numéro 8, un cabinet dans un appartement qu'il avait depuis 1867. C'était une petite maison d'un étage, surélevée depuis. Durant les années 1874-75, il prit 5 inscriptions d'officiers de santé à l'école de médecine et de pharmacie de Lyon. La 5e est datée du 11 novembre 1875 et porte le numéro 9. Sur le registre d'inscription, il était domicilié place Croix-Paquet, où il avait une petite chambre qu'il conserva jusqu'à la fin de sa vie, et où il installait des malheureux.
J'en ai visité plusieurs. À l'Hôtel-Dieu, il fréquenta notamment la salle Saint-Roch, où il suivit des cours cliniques du professeur Bénédicte Tessier. Il guérissait souvent des malades et les médecins s'étaient aperçus de ses interventions. Un jour, il avisa un malade qui pleurait dans son lit parce qu'on devait lui couper la jambe le lendemain. Il lui assura que l'opération ne se ferait pas et lui fit promettre de ne rien dire. Le lendemain, le chirurgien, stupéfait, constata que la maladie était en voie de guérison et il demanda ce qui s'était passé. Le malade répondit « C'est ce petit monsieur qui m'a vu ». Un autre jour, il visita 3 soldats qui avaient la fièvre typhoïde au dernier degré. On attendait leur mort d'un moment à l'autre. Le maître, s'approchant de leur lit, leur dit « On vous considère comme perdu, ne le croyez pas. Vous guérirez tous les 3. Demain, vous entrerez en convalescence et vous serez envoyé à Longchêne. » L'un des soldats lui dit « Oh, merci monsieur, mais vous êtes certain que nous puissions échapper à notre terrible maladie ? » « Ne craignez rien, je vous l'affirme. » Le lendemain, les soldats entraient en convalescence. Ils furent envoyés à Longchêne et ils guérirent tous les 3. Il est inutile d'exprimer la fureur des médecins lorsqu'ils surent que l'étudiant Philippe avait encore passé par là. On apprit qu'il était guérisseur et l'interne Albert le fit écarter du service. Il lui fut alors interdit de suivre les cours parce que faisant de la médecine occulte, véritable charlatan. Il dut écrire au ministre pour avoir ses papiers et son exeat. En 1877, maître Philippe épousa mademoiselle Jeanne Julie Landard. Née à l'Arbrel le 18 septembre 1859, elle y mourut le 25 décembre 1939. En 1875, madame Landard avait conduit à maître Philippe, boulevard du Nord, sa fille malade. Il la guérit et elle vint ensuite aux séances. Puis, maître Philippe la demanda à sa mère. Le mariage civil et le mariage religieux furent célébrés à l'Arbrel le 6 octobre. L'acte de mariage indique que maître Philippe était alors domicilié 7 rue de Créqui, à Lyon. Madame Philippe et la fille qu'elle eut par la suite furent toujours de santé délicate. Maître Philippe leur disait que leur état de santé permettait à des mères de famille de travailler. Le 11 novembre 1878 naquit à l'Arbrel sa fille Jeanne Victoire. Charmante créature de rêve, âme cristalline et toute pure, attendit d'elle, sa bonté, sa charité étaient extrêmes. Elle faisait preuve d'une sollicitude infinie pour les malheureux. Elle épousa le docteur Emmanuel Lalande le 2 septembre 1897. Maître Philippe eut aussi un fils, Albert, né le 11 février 1881, qui mourut à l'âge de 3 mois de la variole. En 1881, il fut appelé par le bey de Tunis, et en reconnaissance des soins qu'il lui donna, il fut nommé le 22 février de la même année officier du Nisham Iftikhar. Le 6 mars 1884, il fut nommé capitaine des sapeurs-pompiers de l'Arbrel par décret du ministre de l'Intérieur qui était alors Waldeck-Rousseau. Le 23 octobre 1884, lui fit conférer le doctorat de médecine par l'université de Cincinnati dans l'Ohio aux États-Unis. Il avait présenté à la faculté de médecine de cette ville une thèse intitulée « Principes d'hygiène à appliquer dans la grossesse, l'accouchement et à durée des couches ». 4 pages, imprimerie Jules Payès, 7 rue Lafayette, à Toulouse. Le 24 décembre, l'Académie Christophe Colomb à Marseille, Beaux-Arts, Sciences, Littérature, Industrie, l'admit comme membre correspondant. Le diplôme qui lui fut délivré porte le numéro 395. Le 8 avril 1885, la ville d'Acri, Italie, lui décerna le titre de citoyen d'honneur pour ses mérites scientifiques et humanitaires. Le 15 janvier 1886, la Croix-Rouge française l'inscrivit sur son livre d'or
numéro 13B, comme officier d'honneur. Le 20 avril 1886, il fut nommé membre protecteur de l'Académie Montréal à Toulouse, inscription numéro 661 FN. Le 12 mai 1886, l'Académie royale de Rome lui conféra le titre de docteur en médecine honoraire. C'est en 1886 qu'il s'installe à 35 rue Tête d'Or, où il donna des séances jusqu'en novembre 1904. Le 3 novembre 1897, il fut condamné pour exercice illégal de la médecine. En 1890, deuxième condamnation. Enfin, traduit à nouveau 2 fois en correctionnel en 1892, il ne fut plus inquiété à partir de cette date. En 1893, Hector d'Urville fonda à Paris une école de magnétisme avec la collaboration de Papus, donc le docteur Gérard Ancos. Sur l'insistance de ce dernier, Maître Philippe consentit à ouvrir à Lyon une semblable école de magnétisme en octobre 1895. Les cours qui avaient lieu généralement le dimanche furent donnés de fin 1895 à courant 1898. Le docteur Lalande était souvent présent et quelquefois le docteur Ancos. Ils faisaient l'un et l'autre des exposés sur la physiologie et l'anatomie. Ces cours n'avaient qu'un rapport très relatif avec le magnétisme fluidique tel qu'il est compris et appliqué ordinairement. Ils étaient surtout destinés aux fidèles auditeurs qui désiraient soigner les malades. Le maître semblait n'attacher qu'une importance secondaire à la technique habituelle du magnétisme curatif, et notamment au passe qu'il n'utilisait jamais lui-même. Sans cesse, il revenait sur les enseignements donnés aux séances quotidiennes, en insistant sur l'humilité, la prière et l'amour du prochain, sans lesquels toute tentative de soigner les malades par magnétisme resterait inopérante. Quelques malades y venaient aussi. Ils étaient soignés et guéris en présence des élèves de la même façon qu'aux séances, et le maître soulignait alors la grande différence existante entre sa manière d'opérer et la pratique du magnétisme. Pour traiter par le magnétisme ordinaire, disait-il un jour, il faut être très fort. Au contraire, pour pratiquer notre magnétisme, il faut être très faible, c'est-à-dire charitable et humble de cœur, car celui qui serait très petit pourrait dire « Il me plaît que cet enfant soit guéri » et il le serait. Les cours étaient illustrés par des expériences surprenantes sans rapport avec la suggestion, ainsi qu'en témoignent les notes de certains élèves. Des sujets, hommes presque exclusivement, servaient à la démonstration des faits. Ces sujets n'étaient pas suggestionnés, car les ordres étaient donnés par commandement à leur esprit sans qu'ils puissent les entendre. Leur vision était si nette qu'ils en gardaient le souvenir au réveil, et souvent même des traces physiques des faits par lesquels ils avaient passé, traces de piqûres de serpents, de morsures, de strangulation, etc. Car ces expériences étaient réelles, matérielles. J'ai consacré par ailleurs, dans le chapitre relatif à la médecine, quelques paragraphes aux paroles essentielles du maître sur le magnétisme curatif. Le 1er août 1901, le prince de Monténégro lui conféra l'ordre de Danilo Ier, 3e classe, pour des services exceptionnels rendus au peuple monténégrin et à nous. Il est intéressant de souligner que la grande chancellerie de la Légion d'honneur délivra le 2 août 1902, sous le numéro 25905, l'autorisation du port de cette décoration à Maître Philippe Nizier, médecin en Russie. C'est le 8 septembre 1900 que Maître Philippe entra en relation avec quelques grands-ducs de Russie par l'intermédiaire du docteur Ancos. Le comte Mouraviev Amourski, attaché militaire russe à Paris, présenta Maître Philippe au grand-duc Pierre Nikolaïevitch, oncle du tsar Nicolas II, à sa femme la grande-duchesse Militsa et à la sœur de celle-ci, la princesse Anastasie Romanovsky, duchesse de Leuchtenberg, toutes deux filles du roi de Monténégro. Puis le grand-duc Vladimir vint rendre visite à Maître Philippe à Lyon, et de retour dans son pays, le fit appeler.
Maître Philippe partit le 29 décembre 1900 et resta environ 2 mois en Russie. À la suite de ce séjour, l'empereur et l'impératrice entendirent tant d'éloges du maître qu'ils lui firent savoir par la grande duchesse Militsa qu'ils aimeraient le voir à l'occasion de leur voyage en France. La rencontre eut lieu à Compiègne le 20 septembre 1901. Maître Philippe fut présenté à l'empereur et à l'impératrice par la grande duchesse Militsa. Après cet entretien, les souverains demandèrent à Maître Philippe de venir en Russie, ce qu'il fit quelque temps après. Sa fille et le docteur Lalande l'accompagnèrent. Une maison leur avait été préparée à Tsarskoïe-Selo, excusez pour le nom, où se trouvait une des résidences impériales. Durant ce séjour, le tsar conçut une très grande admiration pour Maître Philippe et lui accorda une confiance absolue, au point d'en faire son guide pour toute question importante. Il voulait lui donner le diplôme de docteur en médecine, mais les ministres lui exposèrent que Maître Philippe devait pour cela passer des examens. Un jury fut constitué, il se réunit au palais impérial. Maître Philippe demanda qu'on lui donnât les numéros des lits de quelques malades en traitement dans un hôpital de Saint-Pétersbourg. Avec cette seule indication, il fit séance tenante le diagnostic de chacun des malades désignés, lequel fut reconnu exact. Et il affirma que, dès ce moment, tous ces malades étaient guéris. Les professeurs, membres du jury, purent vérifier à l'hôpital l'exactitude de ce qu'il avait été dit, et le 8 novembre 1901, il fut reçu docteur en médecine par l'Académie impériale de la médecine militaire de Saint-Pétersbourg et inscrit sur le livre des diplômes sous le numéro 27. Les grands-ducs lui firent don d'une serpolette, grande voiture marchande à vapeur que le docteur Lalande conduisait. Ils lui envoyèrent à Lyon 2 lévriers, Outéchaï, consolation, distraction, et Psitsa, oiseau. Le tsar lui donna une belle émeraude qu'il portait. En août 1904, sa fille, Madame Victoire Lalande, tomba malade. Son état devint rapidement désespéré. Maître Philippe donna alors un exemple extraordinaire. Son gendre, sa belle-mère, sa femme, sa fille elle-même demandaient la guérison. Maître Philippe répondit « La volonté du ciel est qu'elle s'en aille. Cependant, pour vous prouver que le ciel peut tout, elle ira mieux pendant 2 jours, mais le 3e, elle reviendra à l'état où elle est en ce moment. » En effet, elle se leva subitement le samedi et, dans la nuit du lundi, elle retomba et rendit le dernier soupir le 29 août 1904. Le lendemain, j'allais à l'Arbrel. Maître Philippe vint à ma rencontre en pleurant et me disant « Quand un soldat tombe, il faut serrer les rangs. » De nombreuses personnes assistèrent à l'enterrement. Maître Philippe a dit qu'il avait sacrifié sa fille, qu'il s'était enlevé le droit de la guérir et qu'elle était partie pour aplanir le chemin. « Cette mort, disait-il, m'a crucifié vivant. » Longtemps à l'avance, Maître Philippe avait préparé ses amis à son départ. À la séance du 18 mars 1901, on lui demanda de ne jamais s'en aller. Il répondit « Au contraire, j'espère bientôt partir, mais je ne resterai pas longtemps, je reviendrai. » En février 1903, il dit adieu à ses fidèles. « Vous ne me verrez plus, je m'en vais où j'ai affaire. On ne me verra pas partir, je m'en vais, mais je vous laisse le caporal. » C'est ainsi qu'il désignait son disciple le plus cher, Jean Chapa. Vous lui demanderez et il prendra sur lui de vous accorder des choses que moi-même je vous refuserai. Comme à l'école, les enfants s'adressent aux pions qui leur donnent ce que le maître d'école leur refuserait peut-être. Vous savez bien que moi aussi, je vous abandonnerai jamais. En effet, après sa mort, son serviteur Jean Chapa a continué les séances rue Tête d'Or et les habitués ont affirmé que l'atmosphère spirituelle était semblable. Jusqu'à sa mort, le 2 septembre 1932, Jean Chapa a rempli noblement la mission que le maître lui avait confiée.
Les derniers temps de sa vie, maître Philippe souffrait d'étouffement et de douleurs aiguës au cœur. À partir de février 1905, il ne quitta plus sa demeure, le clos Landard à l'Arbrel. Ne pouvant plus s'étendre, il passait ses nuits dans un fauteuil. Le matin du mercredi 2 août 1905, Madame Philippe et sa mère, Madame Landard, ainsi que le docteur Lalande étaient auprès de lui. Madame Philippe s'était absentée quelques instants, et au moment où l'attention du docteur Lalande et de Madame Landard était retenue près de la fenêtre, maître Philippe se leva de son fauteuil, il fit quelques pas dans la chambre et tomba. Tout était fini. Voilà ce qui est apparu aux yeux de ceux qui l'approchaient. Cependant, le docteur Lalande, qui examinait souvent maître Philippe, n'a jamais rien trouvé d'anormal dans son état physique. Moi-même, je me suis promené avec lui sur la terrasse de sa maison la veille de sa mort. Il était tout à fait comme à l'ordinaire. Il est parti quand il a dû partir. Ses funérailles eurent lieu le 5 août, le matin en l'église de l'Arbrel, l'après-midi en l'église Saint-Paul à Lyon. Son corps repose au cimetière de Loyasse à Lyon, dans la sépulture de famille. Quelques lettres de maître Philippe. Lettre à Louise Grandjean, devenue plus tard Madame Jean Chapat, Lyon, 7 janvier 1886. Chère mademoiselle, 1000 fois merci des vœux que vous vous adressez au ciel pour moi et pour ma famille. Je ne vous oublierai pas dans mes prières. Je demanderai aussi à Dieu qu'il daigne vous protéger, vous et les vôtres, qu'il vous accorde ce que vous lui demanderez, si cela ne compromet en rien votre salut. Priez, priez toujours, n'oubliez pas les âmes qui vous entourent et qui demandent vos bonnes œuvres. Recevez, mademoiselle Louise Grandjean, les salutations sincères de votre tout dévoué Philippe. À une personne qui voulait intervenir en faveur du maître dans le premier procès en exercice illégal de la médecine intenté contre lui. En réponse à votre honorée lettre du 30 mai 1987, je viens vous remercier de vos bonnes intentions à mon égard. Je n'ai sollicité moi-même aucun témoignage en ma faveur. Quelques personnes se sont présentées pour témoigner de la vérité. On a ri. Beaucoup de ces personnes ont été certainement tournées en dérision, mais un jour viendra, et ce jour est bien près, où Dieu les récompensera. Ce que je fais, je le referai encore, car je n'ai jamais fait le mal. J'ai été inculpé, c'est très vrai, j'ai été bien insulté, mais j'ai la grande satisfaction d'avoir toujours rendu le bien pour le mal. Si le tribunal me condamne, le tribunal céleste me graciera, car il m'a donné une mission à remplir que la puissance humaine ne peut remplir pour moi, et ne peut m'empêcher d'accomplir mes devoirs. L'heure a sonné et donné le signal de mes épreuves. Je serai ferme et ne céderai pas un pouce du territoire confié par mon père. 1887. À Madame Chapuis, cours Viton, Mademoiselle N, 3 petits points, Monsieur F, 3 petits points. Mesdames et Messieurs, merci 1000 fois de l'intérêt que vous me témoignez. Ne vous souvenez-vous pas d'avoir entendu il y a longtemps déjà que je devais marcher sur des épines, et cela bientôt, vous disait-on, maintenant l'heure des épreuves est sonnée et bientôt je montrerai mes pouvoirs. Rien ne sera changé aux séances. On commencera lundi au lieu de mercredi, il y aura aussi séance mercredi. Mon père m'a envoyé ici pour avoir soin de et encourager ses enfants qui sont mes frères, les aimer, les bénir, les délivrer à l'heure de la mort, c'est-à-dire les présenter à lui en les sortant du trou. Je ne cesserai mon œuvre que quand elle sera achevée. Le moment est bientôt là où je montrerai au grand jour les titres qui m'ont été confiés. Dieu veille sur nous. Ne craignez qu'une chose, celle de faire le mal. Moi, j'aurai toujours la victoire lorsque je la demanderai à mon Père. Encore merci, votre ami Philippe. Je saurai consoler celui qui a pleuré et sauver celui qui est perdu. La puissance humaine n'est pas assez forte pour m'empêcher d'accomplir ma tâche. Philippe. Chère mademoiselle, hier vous étiez triste, allez-vous mieux aujourd'hui?
Vous savez, vous connaissez vos ennuis, mais mettez-vous bien dans la pensée qu'ici tout le monde a des misères à porter. Tous nous avons une croix plus ou moins lourde. Si vous n'étiez pas sensible, si votre cœur ne sentait pas les tourments, vous ne seriez pas une enfant du ciel. Sachez bien, ma bonne amie, qu'il y a des enfants de Dieu qui souffrent plus que jamais. Vous ne souffrirez. Souvent vous dites, mais pourquoi ai-je la vie? Ah, mademoiselle, cette vie, oui, cette vie. Pensez-vous en être maîtresse? Non, détrompez-vous. Elle est à Dieu. Donc, si elle est à lui, elle n'est point à vous, et vous devez faire ce qu'il vous commande. Quand vous aurez accompli sa volonté, vous ne souffrirez plus. Mais jusque-là, ne vous récriminez pas. C'est peine inutile. Ne croyez pas que je fais de la morale. Non, certes, vous en connaissez plus que moi à ce sujet. Mais si je vous dis quelque chose, cela me fait du bien, car c'est pour moi que je parle. Votre ami qui a le cœur bien gros, Philippe. À Madame Barbier, Champollion, Grandjean, Bondarel. Mes amis et frères, ne soyez pas inquiets, croyez-le. Je suis venu apporter la lumière dans la confusion et je ne suis pas venu sans armes, sans bonne escorte, armé de la vérité et de la lumière. Je triompherai, soyez-en persuadés. Si je ne pouvais supporter la lutte, je n'aurais qu'à désirer le repos et l'aurais immédiatement. Prenez un peu de patience et tout va changer aussi en bien. Si je n'ai pas fait demander votre témoignage ici, je le préfère pour plus tard, car je passerai devant un bien plus grand tribunal et là, j'aurai besoin de témoins à moi, et pour la vérité et pour le ciel. Luttez aussi en priant pour vos frères méchants, en demandant pardon à Dieu pour ceux qui nous crachent au visage et qui disent « Si tu es Dieu, descends de la croix ». À Madame Gérard à Lyon, voir le modèle photographié qui vous apparaît maintenant à l'écran. Chère Madame, en réponse à votre lettre, je ne puis vous répondre que ceci. Ayez du courage et sachez pardonner. Ne gardez pas rancune à celui qui vous a fait souffrir. Et croyez bien que ceux qui font mal ne savent pas ce qu'ils font. Vous savez que personne ne veut être calomnié, inquiété par ses frères. En un mot, on ne veut pas sentir l'adversité. On préfère la paix, la tranquillité et le bonheur. Le ciel nous dit « Enrichissez-vous en acceptant tout ce qui est refusé par vos frères. Ces trésors-là ne seront point dérobés, et les vers ne les détruiront point. » Oui, mon enfant, prends patience, je t'aiderai. Pardonne. Dieu te pardonnera toi d'abord et tes frères si tu lui demandes pour eux. Prie et accepte les épreuves, car rien ne nous vient si ce n'est par la permission de Dieu. Ce Dieu a promis de changer la guerre en paix, l'orgueil en modestie, l'adversité en contentement et joie, la pauvreté en fortune. Aujourd'hui, ce 9 septembre 1904, je demande pour toi et ta famille la bénédiction du ciel. Amitié, Philippe, docteur en médecine, Saint-Pétersbourg.